Corps à corps. Et vous le savez, c'est un dossier que l'on suit sur Tocsin et que l'on a beaucoup suivi, sur lequel on a alerté. Ben voilà, c'est arrivé, le programme d'éducation à la vie sexuelle et affective, le fameux EVARS, voulu par le gouvernement, dans le cursus scolaire de vos enfants. Jeudi dernier, Elisabeth Borne, qui a repris les rênes de l'éducation nationale, vous le savez, a publié le programme d'éducation sexuelle au bulletin officiel de l'Assemblée nationale. C'est donc la version officielle qui sera en vigueur dans les classes de primaire, collège et lycée dès la prochaine rentrée. Et tout cela après de longs mois de polémiques où on nous disait mais non, il n'y aura pas d'éducation sexuelle, mais si, il y en aura. Et bien voilà, c'est fait et il y en aura. Et on va tenter surtout de mieux comprendre ce qu'il y a dans ce programme, de l'analyser à la loupe et avec des faits et des informations précises avec Christelle Comet et Sophie Audugé. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Christelle Comet. Bonjour Clémence, Merci. bonjour Sophie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Porte-parole des Mamans Louves, évidemment, qui travaillent beaucoup sur ce sujet. Et puis nous sommes avec Sophie Audugé. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour à tout le monde. Et merci d'être avec nous, Sophie Audugé, spécialiste de politique éducative et co-auteur avec le docteur Maurice Berger de l'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question aux éditions Artege. Alors, évidemment, vous avez fait le travail depuis le début d'alerter sur ce programme et d'alerter sur les éventuels éléments qui pouvaient s'y trouver. On y est. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce programme? Sophie Audugé, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ce qui est très important, c'est de bien prendre en considération le fait majeur de ce nouveau programme, même s'il y a évidemment un process de communication institutionnelle qui vise à nous faire oublier l'élément essentiel, c'est que il y en a deux. Le premier, c'est qu'on a beau changer de nom, la seule loi à travers laquelle ces 3 séances sont obligatoires s'appelle la loi pour une éducation à la sexualité, une éducation et une information à la sexualité. Elle porte pas d'autre nom, la loi de 2001. Et c'est dans le cadre de cette loi, dans ce véhicule législatif-là, que est fixée l'obligation de 3 séances par an et par niveau de classe. Donc ça, il faut le rappeler sans cesse parce qu'on voit bien toute l'intention actuellement dans la communication de nous dire, alors depuis hier, on est aussi des complotistes, en fait, on raconte n'importe quoi, on est des menteurs. Tout ce qu'on dit, de toute façon, c'est vérifiable puisque nous, contrairement aux autres, on écrit en fait tout ce qu'on dit. Et si on écrit, on sait que les écrits restent. Ça veut dire qu'on a de quoi prouver ce que l'on dit. Donc ça, c'est facile à vérifier. Ce qui est dit également, c'est qu'il y a toujours eu une éducation à la sexualité depuis les années 70, c'est vrai. Mais dans les années 70, c'était au lycée, évidemment. Ouais. Et que depuis 70, on remonte sur les années. La grande modification de ces nouveaux programmes, c'est que ça va démarrer dès la maternelle, c'est-à-dire dès 3 ans. Alors, évidemment, on nous dit plusieurs choses. On nous dit d'abord, il n'y a pas de sexualité, évidemment, avant le collège. On a enlevé le mot. On verra que dans les faits, de toute manière, tout est possible, le pire est possible. Alors, on peut faire bien les choses pour éviter le pire. C'est pour ça qu'avec Maurice Berger, on a rédigé une charte éthique des principes à respecter pour ne pas mettre en danger les enfants dans le cadre de la réalisation de ces séances. Mais concrètement, le pire sera possible aussi puisque le texte le permet par un flou savamment organisé et orchestré. Donc, c'est à partir de 3 ans. On nous dit que c'est pour lutter contre les abus sexuels et pour lutter, ou en tous les cas accompagner les dérives du porno en accès malheureusement libre, même si c'est interdit. Ce sont 2 motifs qui ne répondent pas aux besoins des enfants, mais bien à l'incapacité des adultes de les protéger. Puisque rappelons que dans le premier cas, les abus sexuels, 1% des pédocriminels d'inceste sont condamnés, donc 99 continuent en toute impunité, et puis que le porno est interdit au moins de 18 ans, d'accord? Donc normalement, ça, c'est l'État, c'est la société qui doit
protéger les enfants. Tout le programme s'inscrit dans cette inversion de la place des enfants et des adultes. Alors, de manière très concrète, pour que vous voyez quand même le genre de choses qu'on peut trouver, et d'ailleurs, bon, moi, je l'ai étudié assez précisément, je dirais que si on devait s'en tenir à ces deux enjeux-là, si on devait se dire, bah, malheureusement, la société ne parvient pas à protéger les enfants, malheureusement, l'État n'arrive pas à faire appliquer ses lois, donc il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on prévienne les enfants. D'ailleurs, dans le programme, c'est clairement dit, hein, c'est interdit, mais vu que vous y avez accès, il faut quand même qu'on vous explique. Mais on pourrait déjà enlever 80% du programme, en fait, si vous voulez. Et donc, les 80% dont je vais vous parler, c'est un flou artistique sur la question du consentement pour les petits, qui pose vraiment question, vraiment. Et puis, toute l'idéologie du genre traitée sous l'aspect, parce qu'évidemment, vous n'avez pas été... vous avez bien vu qu'effectivement, les actions qu'on a menées, les preuves qu'on a apportées sur ce qui se faisait vraiment dans les classes, eh bien, a eu quand même pour effet de limiter un peu la casse, ou en tous les cas d'obliger dans les rédacteurs des programmes à être peut-être un peu plus fins et un peu plus subtils dans leurs intentions. Mais néanmoins, on est véritablement sur un process qui qui vise à endoctriner les enfants dès tout petits pour en faire pour constituer finalement leur structure psychique comme une structure psychique, si vous voulez, comment dire de manière très explicite, structurée dans une logique victimaire des principes et des théories de l'idéologie du genre et de la discrimination. Donc, par exemple, vous voyez, avant 4 ans, eh bien, il y a par exemple aller vers un vocabulaire scientifique sur le registre évidemment du corps, hein, des parties du corps, donc les parties intimes, qui est très déconseillé par les pédopsychiatres, hein, qui disent qu'il ne faut pas devancer les questions des enfants et leur laisser utiliser leur propre vocabulaire à cet âge qui est très petit. On parle d'enfants de 4 ans, hein. Oui. Enfin, même pas, là on est à 3 ans. On a également développé la capacité de s'affirmer par le consentement. Apprendre à associer un geste à un mot simple, non, oui, d'accord, stop. Donc nous, on l'a déjà dit, il n'y a pas de problème pour apprendre à dire non et à dire stop. Par contre, on n'est carrément pas d'accord pour apprendre à dire oui ou d'accord, s'agissant évidemment d'actes qui sont faits sur des enfants. Mais attendez, parce que là, justement, sur le d'accord, oui. Le contexte, est-ce qu'il y a une phrase là-dessus de contexte qui dit que c'est vraiment concernant des actes de type sexuel que l'enfant peut dire oui ou d'accord? En fait, c'est pas présenté comme ça, évidemment. C'est dans le programme, vous avez d'un côté des items qui vont être traités, Oui. et sur l'autre colonne, les activités pour le faire. Donc là, moi, je me réfère à l'item développer la capacité de s'affirmer par le consentement. Et tout le problème sur les petites classes, si vous voulez, il est là. C'est-à-dire que on va apprendre à l'enfant ce qu'est le consentement et on va lui apprendre ce que c'est de consentir. Mais on va lui apprendre dans un registre qui est le registre des relations. Ouais. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bah, tu peux consentir, tu dois consentir pour que ton camarade se mette à côté de toi. Tu dois consentir, etc. Si on te propose un gâteau, si on te propose de jouer, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire oui. Sauf que l'enjeu du programme, c'est de contribuer à la lutte contre les abus sexuels faits sur les enfants. Or, l'abus sexuel fait sur un enfant ne relève pas du consentement, il relève d'un interdit, d'un interdit anthropologique. Oui. C'est exactement une vidéo qu'a tournée d'une enseignante qui fait ça très bien, avec une chansonnette, mon corps est à moi, tu n'as pas le droit de le toucher, il y a les gestes, il y a la parole, etc. En fait, ce que nous disent les pédopsychiatres, c'est qu'à cet âge, plus vous allez mettre de choses dans la tête des enfants, plus vous allez créer de la confusion. On est sur des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont incapables de s'approprier des concepts aussi abstraits. Donc, il faut être extrêmement simple, avec des messages très courts, très clairs, et qui sont des messages qui sont fondés sur des limites qui sont posées et sur des interdits. Alors, et il ne faut pas avoir d'illusion, l'enfant ne fera pas le lien entre consentir à s'asseoir sur un banc et interdire un geste qui est mal posé. Et ça, on va le retrouver sur tout le programme, avec des confusions que moi je trouve quand même très, très gênantes, par exemple sur les personnes de confiance. Dire qu'une personne de confiance peut avoir des gestes déplacés. Donc là, on parle clairement des abus sexuels. Ben non.
une personne qui a ce genre de geste n'est pas une personne de confiance, c'est un pédocriminel. Oui, bien Vous voyez sûr. ce que je veux dire? Alors, Donc il y a énormément de choses comme ça on va qui continuer vont pas. on va continuer dans le concret. Sophie Duget, je vais donner la parole à Christelle Comet déjà sur ce sujet, parce que là, ce que vous venez de lever est déjà important, cette espèce de flou qui est organisé sur la notion de consentement, où l'enfant, à travers, je rappelle, ce programme d'éducation à la vie sexuelle et affective, doit apprendre à dire oui, non, peut-être, non. Donc, ça prouve bien déjà qu'en effet, il peut y avoir un flou qui peut être utilisé à mauvais escient par certains professeurs, soit zélés, soit idéologisés sur ces questions-là. Christelle Comet, comment vous réagissez à cela? Eh bien, c'est très simple, hein, comme l'a justement dit très clairement Sophie. Aujourd'hui, il y a une confusion qui est assez grave à mon sens parce que on va clairement être sur une mise en danger des enfants. À partir du moment où on leur dit qu'il y a la possibilité de dire oui ou de dire non, eh bien, que ça soit dans le milieu sportif, le milieu scolaire ou le milieu intrafamilial, il aura entendu au sein de l'école, qui pour lui a valeur, d'autorité puisque c'est quand même sa deuxième figure de référence, eh bien, il se Sûr. dira: «Bah, à l'école, on m'a dit que je pouvais dire oui ou non». On sait très bien comment fonctionnent les pédocriminels avec, du chantage affectif et cetera, avec la notion de: «Mais oui, mais c'est pour ton bien, mais oui, mais ça te fait du bien, Oui. oui, mais en fait, c'est notre secret» et cetera et donc très concrètement, à mon sens, c'est une bêtise absolue et j'ajouterais aussi et ça, je crois que c'est important de le dire, que moi, je suis stupéfaite de voir que dans le milieu notamment associatif, toutes ces associations de lutte contre les violences sexuelles, je ne comprends pas qu'aujourd'hui elles ne se dressent pas comme nous, par rapport à des enjeux qu'ils connaissent parfaitement bien. Parce que ces gens-là sont spécialisés dans la lutte contre les violences sexuelles. Comment on peut laisser dire aujourd'hui qu'on apprenne à un enfant le consentement? Donc, nous, dans les faits, après Clémence, je vais vous le dire très concrètement. Aujourd'hui, on se retrouve face à des situations qui sont récurrentes, pour ne pas dire quotidiennes. À titre d'exemple, depuis le début de l'année, hein, j'ai reçu 7 témoignages. 7 témoignages encore, de familles, dont les enfants reviennent choqués de l'école parce que au-delà de ces notions de consentement, mais il n'en reste pas moins que les intervenants qui vont réaliser, ces séances, eh bien, ne sont clairement pas formés et viennent raconter des choses qui ne sont absolument pas adaptées aux enfants, au prétexte, la plupart du temps, que cela vient de leurs questions. Ouais. Vous pouvez Donc nous donner des exemples concrets? ah ben, écoutez, je vais vous donner 2 exemples très concrets, parce que j'ai pas encore terminé malheureusement de traiter ces dossiers, hein. Vous voyez, on a repris la scolarité depuis le 6 janvier et là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 10. Donc 2 faits marquants. On est sur des classes de CM2. On a, des petites filles qui, parfois sont en avance d'ailleurs, pour une qui a 9 ans et qui entend lors d'une séance que, dans le cadre donc, d'une séance, pour la puberté, qu'il est possible de s'insérer un tampon dans le vagin. Vous voyez, par exemple? Donc ça, on vous dira: «C'est normal, ça fait partie du cycle 3, c'est logique d'aborder la puberté». Voilà, donc là, on est, clairement dans le devancement du questionnement d'un enfant et ensuite, encore un fait qui pour moi est malheureusement commun, mais encore choquant. On a un petit élève qui pose la question dans le cadre donc d'une séance où donc les enfants sont mélangés, c'est-à-dire qu'il y a filles, garçons confondus et donc un élève demande si on peut gober un pénis. Ce à quoi l'infirmière répond que oui, on peut gober un pénis à partir du moment où les 2 sont d'accord. Vous voyez là, donc on est en plein dans la notion de consentement, sauf que comme l'a très bien dit Sophie, on n'a pas à dire à un élève qu'il est possible d'être dans la pratique d'un acte sexuel. Voilà, c'est la seule chose que doit faire l'école. Elle l'a très clairement écrit avec Maurice Berger dans cette charte dont on ne comprend toujours pas qu'elle n'est pas une priorité de mise en application pour ces programmes. Oui. On va être clair, à un moment donné, on doit s'obliger à se fixer des interdits soi-même. Quand on prend des sujets aussi importants que ceux-là, la seule chose qu'on doit faire si vraiment on veut protéger les enfants, c'est, de permettre aux élèves, en chaque début d'année, d'identifier un espace à dire, avec un intervenant qui soit capable de recueillir la parole de l'enfant, à qui on va expliquer qu'à partir du moment où il a compris la notion des interdits, si toutefois ces interdits sont bravés par quiconque, que ça soit par un adulte ou Mmh. par un camarade, un élève, quiconque de son entourage et cetera, eh bien, là-bas, dans ce lieu identifié, il va pouvoir dire
ce qu'on lui a fait et il sera cru. C'est la politique de la civisme, du on te croit, Ah c'est oui. pas compliqué. Par contre, on n'a pas en fait les équipes nécessaires. Donc, on nous enfume, je veux le dire clairement, on nous enfume avec un dispositif qui est censé permettre de rentrer dans ce cadre de lutte contre les violences sexuelles alors qu'on n'est pas du tout en mesure de pouvoir être efficace dans le recueil de la parole de l'enfant. Donc quand on va nous faire croire que parce qu'à l'école, on va aborder ces sujets et que ça va favoriser la révélation, dans ce cas concret, je vais vous dire la révélation. Comment se fait-il qu'une infirmière censément formée, elle ne soit pas alertée par la simple question d'un enfant qui demande si on peut gober un pénis? Là, si vraiment on est efficace et professionnel, tout de suite, on se dit, là, je suis en alerte. Mmh. C'est pas normal qu'un enfant me pose cette question. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reporte la question, j'informe l'enfant qu'évidemment, il va pas rester sans réponse et je le prends à part à la fin du cours et on va voir pourquoi cet enfant pose la question. Mais certainement pas. Et cette infirmière l'a dit, j'ai été prise au dépourvu, je savais que les parents allaient venir me voir, je voulais pas non plus ne pas répondre, etc. Vous voyez? Et ça, malheureusement, vous savez, ça fait 2 ans qu'on alerte les autorités, ça fait 2 ans qu'on a des témoignages comme ça tous les jours. On préfère nous faire passer pour des menteurs, alors que récemment, et je termine là-dessus, j'ai interpellé nommément Aurore Berger sur les réseaux sociaux, parce qu'apparemment, il y a que comme ça que les politiques répondent en fait aux citoyens, parce que quand Oui. on les alerte officiellement, on n'a jamais de réponse. Je lui ai dit: «Écoutez Aurore Berger, puisque nous sommes des menteuses, eh bien, je vous mets au défi de recevoir toutes ces familles qui nous sollicitent quotidiennement et que vous puissiez les entendre». Est-ce qu'on a une réponse, Clémence? La Bah non. réponse est non. Ouais. Pourquoi refuser d'entendre? Pourquoi refuser de poser des garde-fous? C'est pour ça que je vous parle de cette charte éthique de Sophie. Qui Qui a quelque chose à redire sur ce qui est écrit dedans? Je pose sincèrement la question en français, j'invite tout le monde à aller regarder cette charte éthique. Il y a 7 axes, c'est très clair. Ouais. On pose des garde-fous Ah oui. très concrets pour chaque intervenant. Basta. Et là, peut-être que les familles, seraient rassurées. Peut-être que c'est important aussi, Clémence, de dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, je sors, hier soir de ce reportage que j'ai entendu sur France 5 où on dit: «Ah bah, les familles, en fait, il faut les impliquer, il faut de la transparence». Mais la transparence, elle est où? On a clairement évincé les parents. On va suite à la pression des syndicats qui a été faite auprès d'Elisabeth Borne, on ne sera pas prévenu de ces séances. On n'en connaîtra pas le contenu. Elle est où, la transparence? Si on n'a rien à se cacher, pourquoi tout ce flou et pourquoi mettre les parents sur le côté? On est clairement considérés comme des parents potentiellement incestueux, je crois qu'il faut se le dire. Et ça a été d'ailleurs dit par une personne assez raisonnée dans le reportage. Donc vous voyez, aujourd'hui l'inquiétude, elle est légitime et elle n'est pas prête de s'arrêter. On a 127 000 personnes qui ont signé la pétition de SOS Éducation. Ça dit quand même quelque chose. Évidemment. Alors, je me retourne vers vous, Sophie Audugé. Vous avez alerté déjà sur ce flou autour du consentement, là où il ne devrait pas y avoir de question de consentement, mais plutôt des interdits, ce qui n'est pas fait et qui n'est pas clair dans ce programme. Qu'y a-t-il d'autre qui soulève votre vigilance, Sophie Audugé? En fait, si vous voulez, le programme, en tous les cas, je dirais jusqu'au collège, n'est pas du tout un programme qui s'adapte à des enfants. C'est ce qui est très troublant quand on lit. Moi, j'invite vraiment tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là à le lire dans le détail et à s'interroger à chaque fois qu'ils le lisent sur l'âge des personnes qui sont concernées. Mmh. C'est-à-dire ce qui relève, si vous voulez, par exemple, quand vous avez des objectifs euh, pour 4 ans, vivre l'égalité entre les filles et les garçons, découvrir les différentes structures familiales et les respecter. Enfin, je veux Mmh. dire, pour des enfants de 4 ans, si c'est pas leur pourrir le quotidien et leur mettre dans la tête une manière de penser qui est une manière de penser par la discrimination et la victimisation, je vois pas l'autre intérêt. Donc, on est sur un programme qui nous fait croire qu'il vise à lutter contre des faits graves pour lequel nous, on est en association et dans tout ce qu'on a défendu, on a fait des dizaines de propositions pour agir au niveau de l'école dans la lutte contre les abus sexuels. Comme Christelle le disait, nous, on a proposé l'identification de lieux, des personnes qui viennent se montrer dans la classe qui va dans le lieu où ils peuvent s'exprimer. Sauf que ça coûte des sous et ça coûte des compétences. Et en fait, ce qu'on est en train de nous faire là à l'envers, c'est qu'on essaye, comme plein d'autres sujets avec ce gouvernement, de nous dire, bah, écoutez, on va vous faire croire que l'objet c'est ça parce que c'est là-dessus que vous allez être d'accord. Mais derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer 2 choses que nous, on trouve importantes, c'est la notion de consentement et puis les stéréotypes du genre. Voilà, c'est ces 2 choses-là qui prennent le plus de place dans le programme et qui sont permanence et encore plus chez les petits. Ce que je trouve vraiment très troublant.
Il faut vraiment lire les programmes, vous verrez, ça saute aux yeux. C'est encore plus important chez les tout petits et ça reste surtout le primaire, mais ça commence à l'élémentaire. Si par exemple, on prend, Oui. si vous voulez, chez les petits, parce que c'est important quand même de voir ça. Je recherche. En attendant, parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent comment signer la pétition de SOS Éducation, on va vous remettre le lien ici en direct, soseducation.org, et il y a la pétition qui est en ligne et vous pouvez la signer pour être encore plus nombreux. C'est important en effet de signer cette pétition et de peut-être peser au moins comme ça, puisque visiblement, comme vous le disiez, le gouvernement ne souhaite pas entendre votre parole. Oui. Alors par exemple, vous voyez... Oui, allez-y, Christelle Comet. Non, je voulais juste te dire par rapport à la signature qu'il y a également la charte qu'a rédigée Sophie avec Maurice Berger, qui est disponible, qui a d'abord été signée par 65 spécialistes de l'enfance reconnus et qui désormais peut être également signée par les enseignants, par les professionnels de santé et également par les parents. Cette charte, on engage vraiment tout le monde à la présenter dans un dialogue constructif avec les équipes enseignantes pour leur dire, voilà, en fait, si on veut vraiment protéger les enfants, on s'applique cette charte. Je pense que c'est quand même un levier important à faire savoir et à faire connaître parce que beaucoup nous demandent, OK, mais donc face à ça, on fait quoi en fait concrètement? Et nos leviers d'action sont assez minces, étant donné qu'on est dans une obligation et où malheureusement, on ne peut pas dire aux parents, ben, vous refusez ces cours parce que c'est se mettre en porte-à-faux et c'est prendre certains risques. Voilà. Tout à fait. Oui, Sophie Diger. Ouais, je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez un peu le côté décalé de ce qui est dans le programme par rapport à l'âge des enfants. Donc là, on est sur 5 ans. Proposer et pratiquer des actions qui favorisent l'égalité entre les filles et les garçons. Par exemple, à propos de la répartition des espaces de cours disponibles et des jeux collectifs qui y sont menés. 5 ans. Attendez, redites proposer et pratiquer. Proposer et pratiquer des actions qui favorisent l'égalité entre les filles et les garçons. Par exemple, à propos de la répartition des espaces de cours disponibles et des jeux collectifs qui y sont menés, ils ont 5 ans. Vous voyez, moi, en commentaire, je me suis mis, mais foutez-leur la paix. Voilà, parce que franchement, voilà. Ensuite, on a à 6 ans, développer sa connaissance de soi. Vous voyez, à 6 ans. Alors, bon, on sait ce que c'est que développer sa connaissance de soi quand on est adulte, mais alors, oui, à 6 ans, aller proposer ça à des enfants au niveau cognitif et affectif où ils en sont, c'est quand même assez invraisemblable. Exprimer ses sentiments et ses émotions de façon appropriée, résoudre des conflits de façon constructive, ils ont 6 ans. Rédiger des récits de vie fictifs, faire parler des personnages représentés. Ils ont 6 ans, ils viennent juste d'apprendre à écrire. D'accord ? Développer une bonne connaissance de soi, donc ça, ça revient quand même assez régulièrement. À 7 ans, identifier et différencier plusieurs types de sentiments et de relations amoureuses et amicales. À quel âge ? 7 ans. À 7 ans, identifier et différencier plusieurs types de sentiments et de relations amoureuses et amicales. Lire et comprendre des albums de littérature de jeunesse sur les thèmes de l'amitié entre filles, entre garçons, entre filles et garçons. Exprimer ses propres représentations de l'amitié et de l'amour. Comprendre qu'il est possible d'apprécier et aimer qui on veut, d'avoir et d'exprimer ses préférences et prendre conscience de l'importance de respecter les différences. On est toujours à 7 ans. Savoir définir et repérer des stéréotypes, notamment de genre et des discriminations. 7 ans. Repérer les stéréotypes dans les catalogues de jouets, dans les publicités, le choix des couleurs dans les emballages. Lire et exploiter des albums de littérature de jeunesse permettant d'être sensibilisés à la question de la place donnée aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes dans la société. Ils ont toujours 7 ans. Voilà. Proposer donc des stratégies pour une organisation et une utilisation plus égalitaire des espaces partagés, toujours à 7 ans. Et à 7 ans aussi, savoir penser de façon critique. Voilà, éviter les biais, les influences. À 7 ans. Voilà, être capable de repérer les comportements favorables à sa santé et apprendre à faire des choix favorables à soi et aux autres. CE2. Voilà, et c'est comme ça tout le temps.
Donc, ce qui est très troublant dans ce programme, c'est l'inversion des places et des rôles et l'endoctrinement des enfants pour les faire agir et peser sur leur santé. Si le mot interdit que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux abus sexuels se trouve une seule fois, pour les 4 ans, dans une phrase d'ailleurs qui n'est pas complètement cadrée et limitante, dans tout le reste du texte, en fait, on est sur un programme qui vise à préparer le consentement qui est propre aux adolescents, c'est-à-dire à des êtres sexuellement fonctionnels. La partie abus sexuel n'est pas traitée comme elle devrait être, c'est-à-dire avec des messages très clairs, très courts, très structurants sur les interdits et surtout adossés à tout un autre ensemble d'actions, que ce soit des lieux pour la parole, que ce soit des personnes ressources formées, que ce soit la mise en lien avec les structures de protection de l'enfance et d'un point de vue général, ce que demandait la Civis en premier, c'est-à-dire de former tous les personnels et les adultes au contact avec les enfants au repérage des signaux que peuvent donner des enfants. Donc il y a vraiment quelque chose qui là fait que pour nous, ce programme est inadapté à des enfants. Il n'a pas lieu d'être en maternelle, où la seule chose qui a sa place, c'est véritablement les interdits et la contribution à la lutte contre les abus sexuels sur les enfants. Et évidemment, le consentement, stéréotype du genre, discrimination, bon, c'est tout le programme est là-dessus, quoi. Donc, quelque part, les enjeux qu'on nous a vendus, c'est pas ce qu'il y a dans le contenu aujourd'hui, en tous les cas. Ou en tous les cas, c'est un film. Il y en a. Ça faut être clair, il y en a. Mais c'est pas 80% du contenu, loin de là. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de questions. D'abord, Christelle Comet, vous nous évoquiez tout à l'heure les exemples concrets de parents qui vous alertaient sur, déjà aujourd'hui, des problèmes justement d'incursion dans leur vie intime, de flou dans cette question de consentement, voire, comme on l'a vu avec cette histoire de gober un pénis, de choc psychique qui peut être provoqué aux enfants. Donc là, on en était avant même la publication de ce programme qui va être appliqué à partir de septembre prochain. Donc la question, c'est est-ce que vous craignez toutes les deux que la situation s'empire de ce côté-là? Et puis aussi, beaucoup nous demandent dans le chat d'où vient, qui a rédigé ce programme. Y a-t-il des idéologues en particulier qui sont cités, des experts en particulier? Christelle Comet, d'abord concernant le fait que la situation s'empire. Je pense qu'on peut facilement, avec la voie statistique, inéluctablement se dire que ça va s'empirer, puisque, en fait, jusqu'ici, d'ailleurs, c'est un des arguments phares de ceux qui ont voulu insister sur la mise en place de ces programmes. Jusqu'ici, on avait à peu près 15%, d'après leurs statistiques, des séances appliquées. Donc, parmi ces 15%, nous, on a reçu en 2 ans plus d'une centaine de témoignages. Et on a reçu ces témoignages en sachant que on vous parle de choses qui sont certifiées, c'est-à-dire que les familles ont rédigé des mandats écrits pour nous donner matière à agir pour eux. Oui. Si on regarde ce qui se passe globalement sur les réseaux sociaux, moi qui fais beaucoup de veille là-dessus, il y a énormément aussi de gens pour lesquels on n'a pas porté cette voix-là. Donc on est incapable de dire en réalité déjà combien il y a eu de dérives. Ce qui est certain, c'est que s'il y a déjà que 15% de ces séances qui ont été mises en application et autant de dérives, je tiens à préciser que c'est sur tout le territoire français, on n'est pas plus ou moins concentré sur un territoire avec éventuellement quelques professionnels qui ne sauraient pas ce qu'est le développement de l'enfant et donc qui viennent les traumatiser lors des séances. Donc, le pire est à venir, évidemment. Et pourquoi? C'est très simple. Parce qu'il n'y a pas de sanctions prévues pour les intervenants en cas de manquement au cadre de la circulaire de 2018, bien que maintenant, il y a des choses qui soient reprécisées dans le programme. Mais où est-ce que c'est précisé dans le programme qu'il est interdit de parler de sexualité? Ça n'est écrit nulle part. Vous voyez? Donc, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de balise de poser. On vient dire aux familles, à travers notamment la voix des syndicats, qu'on pourrait être sanctionné de refuser ou de faire la pression en fait sur les établissements scolaires, mais par contre, on ne parle jamais de ces intervenants qui vont venir éventuellement traumatiser des gamins. Et ça existe. Il y a un déni d'État aujourd'hui qui est volontaire.
Je dis bien qui est volontaire. On vous ment en permanence. Quand on dit SOS Éducation Maman Loup vont solliciter une fois par voie officielle Papa Ndiaye, c'est faux. Tous les courriers sont disponibles, par exemple, sur le site internet, vous voyez? Oui. Il y avait une deuxième question, je crois, mais j'ai oui, peut-être laissé c'était, Sophie. mais ça peut être pour vous, Christelle Comet, comme pour Sophie Duger. Qui a rédigé ce programme? Y a-t-il des personnes qui sont citées en particulier, ou des idéologues, ou des tendances, en tout cas, qui sont clairement reprises? Je ne sais pas si Christelle Comet, vous souhaitez répondre à cette question, ou Alors, plutôt Sophie Duger. Oui, Sophie Duger. Oui, je vais laisser Sophie. Je peux, mais je laisse Sophie. Elle saura le faire très, très bien. En fait, le programme a d'abord été soumis au Conseil supérieur des programmes, qui a rassemblé et écouté à peu près tout le monde. Nous avons été auditionnés. Hein, nous sommes allés avec 3 médecins, ceux avec qui on a fait le rapport et puis également le livre. Ensuite, quand on a retrouvé le programme, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une influence très forte, à la fois d'une approche très politique et des associations militantes qui sont déjà dans l'école, c'est-à-dire qui font déjà les interventions qu'on connaît par cœur, que ce soit SOS Homophobie, le Pleine Famille. En fait, celle d'ailleurs qui avait alerté Papa Ndiaye pour lui demander et qu'on exigeait qu'un programme soit fait et que les séances soient réalisées. Ensuite, le programme est parti chez le ministre. Et en fait, entre les deux, il est passé à la DGESCO. Et là, les militants ont réécrit des choses. Et là, ils ont réintégré tout ce qui était stéréotype du genre, identité de genre, etc. Et avec le premier programme qu'aurait dû passer au Conseil supérieur de l'éducation, qui est celui qui normalement doit le valider, qui est constitué en fait des syndicats de l'éducation nationale, hein, faut être clair aussi, donc c'est pas complètement neutre idéologiquement. Hein. C'est-à-dire que quand Aurore Berger dit hier, ça a été validé à l'unanimité. D'abord, il y en a qui se sont abstenus, qui est quand même intéressant de savoir. Et sinon, les autres, de toute façon, c'est des syndicats qui sont très orientés politiquement et qui veulent faire avancer ces idées-là. On le sait très bien. Donc, si vous voulez, ils ont remis l'identité de genre, etc., ce qui a amené le ministre qui n'est plus là, Alexandre Portier, à faire cette déclaration à l'Assemblée pour dire eh bien qu'il ne fallait pas présenter l'idéologie du genre dans l'école. Du coup, ça a été repris par Anne Genetet, qui l'a un peu customisé. Ensuite, ça a été repris par Elisabeth Borne, qui nous a remis de l'idéologie, de la théorie du genre. Ils nous ont masqué un peu les choses, c'est-à-dire que où on avait avant identité du genre, maintenant on a soit identité sans genre après, soit genre sans identité devant. Mais globalement, ça n'a pas changé la face du monde. Et en fait, on voit bien quel va être le véhicule sémantique pour faire passer les mêmes idées. Donc voilà, c'est évidemment un programme qui est très infiltré d'idéologie. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que nous, on a envoyé 4 situations concrètes avec les mamans louves au ministre de l'Éducation nationale de l'époque. On n'a jamais eu aucune réponse. On ne nous a même pas dit merci de nous avoir alertés. On va s'enquérir auprès des établissements de ce qui s'est vraiment passé, de savoir comment vont les enfants. Oui. Et de réparer si les enfants ont effectivement été choqués. On n'a jamais eu de retour. Ensuite, on a envoyé des courriers pour dire attention, il y a quand même des choses auxquelles vous devez faire très attention dans vos programmes. Voilà la position des médecins, des pédopsychiatres, de gens sérieux qui n'ont pas de conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas également pour des associations LGBT, ils ne sont pas non plus consultants du ministère ou d'agences du ministère, parce que ça aussi c'est pareil si vous voulez, hein, parce que quand vous avez des consultants des agences de ministère, ça revient au même. Hein, voilà. Donc, quand on leur a amené toute la matière qu'on leur a amenée, quand on leur a donné le rapport, puis on leur a envoyé le livre, puis on a mis en évidence les points qui étaient fondamentaux, on leur a demandé, on leur a dit, écoutez, on entend qu'on ment, pas de problème. Dans ces cas-là, vous déclarez en début des programmes, on considère que la sexualité infantile n'existe pas, l'enfant n'est pas n'est pas fonctionnel sexuellement, et donc à ce titre, la notion de consentement est inapte pour l'enfant. Oui. Première chose. Deuxièmement, il n'existe que deux sexes. Vous voyez ? Et troisièmement, tout le vocabulaire du sexe ou de la sexualité est interdit dans le cadre scolaire, au moins jusqu'à la 4e, c'est-à-dire 12-13 ans, l'âge de l'adolescence. On a dit, c'est très bien, vous le mettez, et on peut même citer la liste des mots. Hein, je veux dire, c'est facile, on les connaît. Hein. Eh bien non, rien. C'est très simple pourtant, de dire ça, de dire voilà, ce programme, il s'inscrit là-dedans, voyez. Et ils l'ont pas fait. Et ensuite, on leur a envoyé la charte. Pareil, rien. Donc, si vous voulez, on n'a pas d'autre moyen que de dire à ceux
qui veulent s'intéresser au sujet, se faire leur propre opinion, de lire nos travaux, de lire la charte, et puis aussi de dire aux parents, parlez-en à vos enfants, préparez les enfants pour éviter les chocs. Ça, c'est quand même aussi le conseil qu'on peut donner. C'est aux parents aussi de prendre à bras le corps ce sujet. Nous, on le voit, si vous voulez, dans les classes, ça, Christelle, tu peux peut-être en parler mieux que moi, mais le nombre de parents qui le disent et le nombre de parents qui se taisent parce qu'ils ont peur pour leur enfant, pour la scolarité de leur enfant, pour ce qui va se passer l'année d'après, est-ce qu'ils vont aller être envoyés dans le bon collège après. Enfin, la pression sur les parents pour se taire est réelle. Christelle Comet, un mot là-dessus, et peut-être aussi si vous avez peut-être quelque chose à dire sur les origines de ce texte, et ce sera pour finir d'ailleurs, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Bon, je pense que Sophie l'a suffisamment bien détaillé, tous ces passages et remaniements de texte. Moi, ce que je veux dire, c'est très simple, c'est qu'effectivement, la pression aujourd'hui, quoi qu'on en dise, elle est mise sur les parents. On l'a suffisamment vu sur ces 2 dernières années. À chaque fois qu'il y a une remise en question, dans une dynamique en plus d'ouverture de dialogue, on est face à ce mammouth qui est celui de l'éducation nationale, qui consiste à toujours avoir cette posture de on est au-dessus, et en fait, vous remettez en question simplement les valeurs de la République. Donc, ça a valu à certaines familles des signalements auprès du procureur de la République, des menaces en fait d'enquête sociale, etc. Donc, évidemment que les familles ont peur. Je crois qu'il faut le dire. Ce n'est pas pour inquiéter, mais c'est par souci de transparence. Donc nous, vraiment, ce qu'on engage, c'est une ouverture de dialogue avec les établissements scolaires, parce que je crois qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. Quoi qu'il en soit, c'est à eux qu'on confie nos enfants. Après, moi, je trouve quand même assez triste, et là-dessus, je ne pourrai jamais l'accepter, en fait, que l'on doive, à l'heure actuelle, préparer nos enfants à éventuellement être traumatisés psychiquement. C'est pas acceptable. Non, c'est pas normal. C'est pas acceptable. Maintenant, comme le dit Sophie, malheureusement, c'est pas une majorité des familles qui s'intéressent à la scolarité de leurs enfants, faut être clair. Et ça, je crois que vraiment, il y a beaucoup de gens qui devraient s'intéresser à ce qui se passe au sein de l'institution scolaire, parce que leurs enfants, ils passent le plus clair de leur temps. Et je crois aussi qu'il est nécessaire, en fait, de reprendre un petit peu la main sur l'autorité parentale. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la responsabilité, je le redis à tous, des parents, c'est à elle qu'elle incombe. Cette responsabilité, c'est au chef des parents. Donc, c'est-à-dire que si demain, il y a un enfant qui est traumatisé, c'est le parent qui est responsable de ce traumatisme. Donc, voilà. Oui, à mon sens, il va falloir quand même s'intéresser de près à ce qui se passe, et ne serait-ce que le fait que d'engager ce dialogue avec les établissements, ça montre l'intérêt. Donc, peut-être qu'éventuellement, dans ces conditions-là, on aura des équipes enseignantes qui veilleront à ce que les séances, elles soient adaptées. Mais pour répondre à votre question, Clémence, jusqu'à aujourd'hui, si on devait faire de la statistique, c'est plutôt une famille qui monte au créneau et qui essaie de le faire correctement, et puis les autres qui sont pas très contents, mais qui vont pas jusqu'à écrire ne serait-ce qu'un simple courrier. Vous voyez ? Oui, c'est-à-dire que les parents aussi doivent reprendre le pouvoir. L'État, on l'a compris, via ce programme, encore une fois, vole un peu plus non seulement du terrain intime de l'enfant, mais aussi du terrain des parents et de ce qui était leur rôle de parent, tout simplement. Donc, à vous de reprendre le pouvoir, justement, le pouvoir et de cette autorité parentale, c'est important. Et on le voit ici à travers l'éducation et l'éducation sexuelle à l'école, mais ça peut être à travers plein d'autres sujets dont on a déjà parlé, et notamment autour de la maternité. Mais bon, c'est un autre sujet. Merci beaucoup à toutes les deux, Christelle Comet, Sophie Audugé. Christelle Comet, porte-parole des Mamans Louves. Sophie Audugé, spécialiste des politiques éducatives et co-auteur avec Dr Maurice Berger de ce livre et de cette charte, l'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question, d'édition Artege. On vous met le lien de la charte, on vous met le lien de la pétition, évidemment, à signer tout de suite dans notre chat et dans notre description de vidéo. Merci à toutes les deux. Merci à vous tous sur